Kalonzo, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille. Analyse froide avec des arguments basés sur les faits réels, l'histoire se répète. Eh bien, au fil du temps, ce qu'il prononce s'avère réellement des faits historiques qui s'est fait constater dans la réalité. Et lui, c'est Jean-Marie Kassamba, l'éditorialiste maison des Télé 50. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue. Merci, M. Tubassou. L'actualité nous a amené à vous inviter, surtout avec la visite de Tony Blinken en RDC, l'attaque de la prison à Béni, avec plus de 800 détenus partis en fuite, mais aussi la marche du monde avec la guerre entre Russes et Ukrainiens, mais aussi les relations entre les Russes et les Occidentaux. Jean-Marie Kassamba. Oui, d'abord, en tout honneur, j'aimerais remercier des millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Je parlais d'ailleurs avec Dr Sélé de l'UNC, de Vital Caméry, qui m'a appelé hier du Canada pour dire que nous sommes la première chaîne panafricaine suivie au Canada dans notre plateforme Banacongo, et que tous les Congolais, les Africains et même d'ailleurs les Canadiens nous suivent énormément sur l'actualité de la RDC d'Afrique. Et c'est ce qui nous a conduit à être reconnus. Les statistiques sont sorties, meilleure chaîne de la République démocratique du Congo et de l'Afrique centrale en matière de journal télévisé, d'émissions culturelles, débats, etc. C'est dans la presse, hein, pour ceux qui veulent bien s'intéresser. Je dois remercier en tout cas tous ceux qui nous font confiance et leur dire que nous continuerons à mettre le curseur un peu plus haut pour que le média en provenance de la RDC soit un média de qualité sur le plan technique, sur le plan éditorial, mais également sur le plan de la profondeur de ce que nous diffusions, avec un accent particulier sur l'histoire de notre pays. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est une démission pour cette génération. Et que notre responsabilité en tant que leader est de montrer que même à Kinshasa, même en RDC, on peut faire des choses qui sont aux normes, broadcast, comme on dit par les anglophones. Merci à eux. Je sais que c'est très difficile pour nous. Nous faisons l'objet de beaucoup de pression, beaucoup de combats, de sabotage et beaucoup d'invectives, souvent. Mais la bonne détermination qui nous nourrit et d'avancer toujours, parce que si nous ne disons pas ces choses, c'est une démission par rapport à notre histoire. Merci à eux encore une fois, nous allons continuer le travail. Alors, maintenant, avant que vous puissiez continuer, oui. C'est aussi, nous tenons à dire merci à quelqu'un qui s'est toujours donné au risque de sa santé, de pouvoir donner les instructions, les directives nécessaires pour que Télé 50 soit toujours au top. C'est Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup à vous pour l'encadrement et la direction. Des fois, on nous reprend toujours, monsieur, 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 et ça reste dans nos intelligences. Et plus d'une personne désormais nous disent, c'est la réflexion à la Kassamba. Donc quand on fait une émission, et quelque part il y a toujours quelque chose de Kassamba qui sort. Alors c'est grâce à vous que Télé 50 tient. Et nous sommes aussi reconnaissants à Dieu pour votre vie. Il faut qu'on le dise en direct. Merci. Alors, vous avez dit quelque chose
des nostalgiques. Oui. Et quand la chanson des mots papes, là, remettez un peu, s'il vous plaît. Merci. En fait, c'était en 1979. Ça, c'est ce qu'on appelait l'animation politique. C'est à quelle année? 1979, 78, 1980. Je n'avais même pas encore 5 ans, moi. Les années phares. les années phares du Mobutisme, parce que vous savez que le MPR a été créé en 1967 à Lancélé, le 20 mai, par tous les leaders que vous connaissez, Etienne Tshisekedi, Maréchal Mobutu, les Kengo Dondo, tous ces gens étaient, on va dire, la grande famille MPR, parce que la démocratie a été stoppée en 1965, lorsqu'il y a eu le coup d'État des généraux. Et ensuite, allez, en 67, à Lancélé, ici, à la Cité, avec la stèle que vous voyez là-bas et tout ça, on a créé le MPR. Et en 72, il y a eu ce qu'on appelle la zarianisation, le retour à l'authenticité, ou le recours à l'authenticité. On a changé les 3 Z. Z comme pays, Z comme fleuve, Z comme monnaie, et avec ces tricolores que vous voyez, le vert. C'est le drapeau du Zaïre à l'époque. Oui, absolument, le vert, le rouge et le jaune. Et Mobutu avait créé tout autour des 6 après avoir été en Chine, en voyant ce que Mao faisait en Chine avec le populisme, avec l'animation politique, avec la chorégraphie. Il était sublimé par ce qu'il a vu en Chine. En revenant au pays, il a dit non seulement je vais faire comme Mao, je vais adopter la vacance que je porte, là, la veste. Eh ben, c'est un peu col Mao. Voilà ce qu'on appelle col Mao. Col Mao, oui. Mais aussi avec tout ce qui va avec. Moi, je m'appelais, j'étais né Kassamba Bassoaba, plutôt Jean-Marie Kassamba. J'étais baptisé à Kabaeka Monga par Monseigneur Chibango Chichuku, paix à son âme. Eh ben, et Monseigneur Congolo d'ailleurs, Kawakantanda, qui est parti. Eh bien, en 72, le Jean-Marie Kassamba est devenu Kassamba Bassoaba Bintou. Joseph Désiré Mobutu est devenu Mobutu Kukumbendo Wazabanga. Mobutu Seko Kukumbendo Wazabanga, etc. Et enfin, on a eu cette génération d'animation politique. Nous, à l'école primaire, accessoirement à l'école secondaire, plus à l'école primaire, on commençait d'abord par l'animation politique. Salut au drapeau, animation politique. Ensuite, on va entrer dans les salles de classe pour commencer à faire. Et toute une génération a été caractérisée par ce qu'on appelle l'animation politique. Il y avait des conseils de ministres au palais du peuple, là que vous voyez, avant chaque cérémonie importante, comme aujourd'hui avec les églises. Vous voyez que nous sommes un État laïque, mais avant chaque cérémonie, il y a un pasteur qui est quelque part ou un prêtre qui doit prier. C'est une faute constitutionnelle que même les chefs d'État acceptent. En France, aux États-Unis, en Belgique, on ne commence aucune activité officielle avec une prière. Et chez nous, c'est comme ça. Avant de commencer quoi que ce soit, on appelle des pasteurs, parfois même c'est écuménique. Les 4 ou 5 églises représentatives vont pouvoir prier, etc. C'est une aberration. Je peux le dire, c'est une aberration. Même cette affaire de dire on livre le Congo, on met le Congo entre les mains de Dieu, eh bien, il faut à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. L'État est laïque. Cette faiblesse de mettre notre État à la disposition des églises, ça fait bien, ça montre qu'on est croyant, mais entre ce qu'on fait tous les jours et ce qui est en réalité, il n'y a rien de croyance. Il y a beaucoup de francs-maçons, beaucoup de féticheurs, beaucoup de gens qui tuent les autres, qui les arrêtent, qui les briment. Ça ne fait pas partie des 10 commandements, moins encore de qualité que Dieu exige, notamment dans cette fameuse citation des qualités, les fruits de l'esprit, hein, dans Galates 5, n'est-ce pas? Oui, Galates 5, qui aimez bien, les fruits de l'esprit. Eh bien, ça n'a rien à voir. 5. Oui. Il y a toute une litanie de qualités, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, et puis il y a les fruits de la chair aussi. Je ferme les guillemets. Et donc, ça m'a fait beaucoup de nostalgie. Pourquoi? Parce que les Katanga dont on parle, d'abord le maréchal Mobutu, lorsque Tshombe tombe, il a voulu
effacer l'identité katangaise en changeant même de nom. Le Katanga est devenu Shaba. Pourquoi? Parce que la sécession katangaise avait traumatisé Mobutu et beaucoup d'ailleurs des nationalistes parce qu'ils pensaient que les Katangais, ça revient au galop aujourd'hui, ont toujours une certaine ADN séparatiste, etc. Alors qu'il y a eu les gens comme Mouzé Laurent Désiré Kabila ou Sendoué, etc., qui étaient des nationalistes, et jusqu'aujourd'hui, comme Joseph Kabila, ce sont des Katangais nationalistes. Aujourd'hui, on est en train de revivre à peu près la même chose, c'est-à-dire une certaine pensée unique. Vous voyez que, je l'ai même dénoncé à l'époque de Joseph Kabila, les partis politiques ont la faiblesse de tomber dans du populisme de chants populaires, chants révolutionnaires, chants d'adoration, etc., avec toujours des sobriquets, hein, comme on disait à l'époque Moukako, 60 ans pour le maréchal. 100 ans Tomotombe. Oui, on disait également à Joseph Kabila, Raïs Ming Mingi, il y a eu même un député qui était ministre qui a même dit Kabila Totondi on a noté, et on a vu ce qu'il a fait à la dernière minute, d'ailleurs aujourd'hui on ne sait même pas ce qu'il est. Et aujourd'hui, on est dans du béton. Donc, si tu ne dis pas Fatou Béton, tu n'aimes pas la République, tu n'aimes pas le président, tu n'es pas l'homme fréquentable, etc. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. La République ne se développe pas avec les slogans. Aux États-Unis, il n'y a pas de slogans. En France, il n'y a pas de slogans. Il y a des devises pour les nations. Mobutu avait dit à son temps, paix, justice, travail, un père c'est servir et non c'est servir. Un père servir et non c'est servir. Ils ont fait le contraire et on a vu ce que ça arrivé. Aujourd'hui, ça devient... Et le pays... J'ai écouté Fayoulou, ce qu'il a dit par rapport aux arrestations. C'est une faiblesse de ceux qui pensent que pour mieux aider le président, il faut installer la pensée unique. Non. Le côté judiciaire du système politique a toujours pour conséquence de rabaisser la confiance en la majorité, les frustrations, les injustices, et ce sont ces cocktails-là qui conduisent à des situations malheureuses, des rébellions, d'insubordination, de tout ce que vous voulez savoir. Et donc, on doit faire très attention. Et c'est pour ça que j'ai fait ces rappels historiques pour expliquer que on gouverne en essayant d'avoir l'adhésion populaire la plus naturelle possible, en posant des actes qui vont dans le sens du bien-être. Alors, si je repose la question, aujourd'hui, Lumumba est considéré comme étant héros national, consensuel, africain et on dirait même mondial. Il y a une université à Moscou, moi je suis passé par là, qui portait le nom de Lumumba. On l'a même d'ailleurs, les moscovites ou les Russes ont changé ça parce qu'il n'y a pas les suivis de notre côté. Mais qu'est-ce que Lumumba avait des populistes? Il n'y a jamais eu des chansons pour encenser Lumumba. Lumumba expliquait la vision. Lumumba avait un discours nationaliste. Il prenait l'unité nationale, il prenait le développement intégré de la RDC, etc. Lumumba est aujourd'hui consensuel. Le maréchal Mobutu était nationaliste, mais il a été induit en erreur par les troubadours. Il a amené la bonne idée du recours à l'authenticité, à nos valeurs, etc. Mais les troubadours ont amplifié cela. Rappelez-vous ce qu'on appelait l'Institut Makanda Kabobi. L'Institut Makanda Kabobi, à l'Ancelé, était là pour transformer la pensée, la réflexion, les idées de l'homme Mobutu en institution. On disait, la pensée du maréchal Mobutu, c'est l'incarnation de l'homme congolais, Ouzaïrois de l'époque.
C'est-à-dire qu'on a transformé un homme, était devenu plus qu'un guide. Enfin, on l'appelait guide d'ailleurs. Et quand vous lisez très bien le livre d'Honoré Ngwanda, Ainsi sonne le clan, vous allez voir que Ngwanda expliquait avec beaucoup d'honnêteté que la chute de Mobutu a commencé lorsqu'on a commencé à la déifier. L'adorer comme Dieu. Oui. Et Étienne Tshisekedi, comprenant cela parce qu'il était issu du MPR, il a voulu démystifier le maréchal Mobutu. Avec beaucoup d'écart, hein, parfois de radicalisme en quelque sorte. Et il le faisait à dessein. Pourquoi? Parce que la déification du Mobutu avait atteint son paroxysme en 1980. Vous vous rappelez Objectif 80? Objectif 80. Oui, c'était... Septennat dissociable. Généralement, c'était quoi? L'objectif 80, c'est on va atteindre le développement numéro 1. Oui, on le vise. Numéro 2, certainement. Pas numéro 3, pas numéro 4. Objectif 80. Et en 1980, patatras, première dévaluation d'Isaïr Monet. Je me rappelle, ma grand-mère, là je parle comme Koko Nyangi, a perdu ses Zaïr Monet qu'elle avait dans... Parce que chez nous, au village, les femmes mettent l'argent dans une espèce de ceinture qu'elles portent sur elles. Voilà, un peu comme ça. Elle avait mis plein de billets dedans. Et du jour au lendemain, on dit, ça n'a plus de valeur. Elle est partie à la Socobank, pour ceux qui connaissent Mbujimaï. Socobank, c'est à côté, juste en face de la résidence même du président de la République à Mbujimaï. C'est là-bas où on échangeait l'ancienne à la nouvelle monnaie. On n'a pas donné. Et puis elle est rentrée à la maison, elle a perdu son argent. Et j'étais tout jeune. Et je l'ai vu pleurer. C'était ça l'objectif 80. Aujourd'hui, M. Tchibassou, nous devons... Alain Foka dit très souvent, celui qui ne connaît pas son histoire ne peut pas avancer. Les gens qui sont en train d'omnibuler, d'oublier d'où on vient, n'ont pas de chance d'aller plus loin. Alors, pour renchérir, j'ai lu dans ce livre où Ngwanda a dit qu'il avait entamé des négociations secrètes sur instruction du maréchal, mais le Faucon ont fait de telle sorte que ces négociations ne puissent pas continuer. Si les négociations entre Mobutu et Tshisekedi à l'époque, en 1980, avaient abouti, on n'allait peut-être pas atterrir à une chute libre du maréchal, parce que les Faucons n'ont pas voulu qu'il y ait réconciliation entre les anciens députés du MPR qui étaient partis à l'UDPS. Oui. On revit ça aujourd'hui. Absolument. Souvent, ce sont les Faucons, les extrémistes, ceux qui racontent ou qui soufflent aux oreilles ou à l'oreille du président. Ils disent par amour, on vous dit attention, tel est en train de fomenter un coup d'État contre vous, tel est en train tel ne nous aime pas, il faut vraiment qu'on puisse trouver des solutions pour le brimer. Ce sont ces Faucons-là qui sont souvent à la base de la déchéance de celui qu'ils sont censés aimer. Lorsqu'en 1978, les 13 parlementaires écrivent la fameuse lettre de 52 pages au maréchal Mobutu, il n'était pas question dans ces 52 pages de créer un nouveau parti politique, comme elle le prouve, qu'il est écrit in extenso que dans ces 52 pages, les 13 parlementaires disaient au maréchal Mobutu, nous voulons un 3e, un 4e, un 5e parti politique. Ils parlaient du droit des tendances au sein du MPR. Ils parlaient des libertés qui étaient confisquées. Ils parlaient de la gabegie. Ils parlaient de la mauvaise gouvernance. Ils parlaient de la dictature installée. C'est Ngalula Pandangila, le rédacteur, pour ne pas dire l'un des principaux rédacteurs. Ngalula Pandangila. Ce n'est pas ce qu'ils disent, et voilà, au commencement était la parole. C'est Ngalula Pandangila, député, et c'était en Mbinza,
que ça a commencé. Les survivants sont encore là, ils vont vous raconter l'histoire de cette fameuse lettre de 52 pages. Aussitôt que cette lettre a été transmise au maréchal Mobutu, parce que le maréchal Mobutu connaissait tous ces gens-là, certains étaient députés, d'autres ambassadeurs, d'autres ministres, beaucoup avaient perdu leurs privilèges, et c'est pour cela d'ailleurs que les Américains les avaient exploités pour concurrencer le maréchal Mobutu. Et donc, Mobutu, connaissant ces gens, il pouvait parler avec eux. Et il avait même tenté de parler avec eux. Mokolo Wapombo est encore là. Maman Zuzi Wambombo est encore là. Et ils me suivent. Les faucons, les radicaux ont expliqué au maréchal Mobutu, non, ce sont les opposants, ils ne nous aiment pas, il faut leur montrer que c'est nous qui avons le pouvoir. Et a commencé la répression. On a arrêté ces gens, on a relégué certains, on a commencé à les brimer suffisamment, on a créé des infractions. Nguz Kardibonde a publié son livre, le fameux Mobutu, l'incarnation du mal. Nguz Kardibonde a été condamné à mort. Donc, on ne crée pas les fils à couper le beurre, hein. Tout ceci existe. Nguz est parti en exil. Le même Nguz Katangé était revenu, nommé même Premier ministre. Il était polyglotte, un excellent... il avait fait relations internationales, c'était vraiment un grand diplomate, Nguz Kardibonde. Et donc, les radicaux ont toujours continué à dire au maréchal Mobutu, non, 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 il ne faut pas négocier. Et on a vu où est-ce que ces radicaux ont conduit Mobutu en 1979, ou plutôt 89, 90, lorsque Mitterrand convoque la fameuse, le fameux sommet de la Bolle en France, parce que changement de paradigme, fin de la guerre froide, etc. Et dit, désormais, on va pouvoir vous donner l'aide si vous allez démocratiser. Mobutu dit à Mokolo Wapombo, qui m'écoute encore, consultez. Parce que Mobutu faisait une bonne lecture après la mort de Ceausescu, le président roumain, il avait compris que ses jours étaient comptés. Mokolo Wapombo fait le tour de la RDC. Et Mobutu va au Katanga pour la restitution, la première, les images existent. On lui donne la vraie information. Il y a un désaveu au niveau national. Il faut qu'on puisse recadrer les choses. C'est là que Mobutu convoque la fameuse conférence constitutionnelle. La CNSS, la conférence nationale souveraine, n'était pas souveraine du tout. Elle était seulement constitutionnelle pour... réactualiser les textes pour organiser les élections qui étaient prévues au mois de décembre de cette année-là. Et on a vu comment ça a dégénéré. 7 ans durant, on n'a rien fait, jusqu'en 1997, quand vous êtes venu balayer tout ça, en rappelant que le fameux radicaux ont lâché Mobutu après le fameux discours d'Elancelé, là où était créé l'MPR, quand Mobutu lâche. Comprenez mon émotion parce qu'il avait demandé qu'on trouve un nouveau président pour le MPR. On était président du Zaïre de l'époque. Quand on était président du MPR, automatiquement on est président de la République. Et lorsque Mobutu dit, trouvez-vous un nouveau président pour le MPR, ça veut dire de facto Je démissionne. Qu'il cessait d'être le président du Zaïre. Et il a compris ça parce qu'il était quelqu'un de très intelligent. Il venait de perdre le pouvoir et il a dit, tout ça, pour ça, j'ai perdu mon pouvoir devant. Je viens de mettre mon pouvoir dans la rue. À la sortie de la salle, entre Nsélé et les centres-villes, beaucoup avaient déjà commencé à créer des partis politiques. Voilà, nous sommes de retour. Merci beaucoup à la rédaction à Langue pour ces informations. Avant de continuer, nous continuons déjà avec le dessous des cartes avec Jean-Marie Kasamba. Mais d'abord, je vous propose cet extrait du discours d'Emmanuel Macron et puis revenir pour analyser et cette fois-ci parler de la marche du monde. C'est parti. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale, vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain
au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances pas seulement économiques mais politiques et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, nous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscients que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité, voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit. À vous jeunes de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un concurrent pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire « je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens ». Non. Il s'agit de tracer sa propre voie, sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique, afin que dans les prochains, on puisse parler de l'ère africain. Vous en êtes capable. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. J'ai eu le souci de mettre cette image, connaissant votre capacité d'analyse. Après avoir suivi ces images, les discours d'Emmanuel Macron, mais aussi après avoir analysé les dires d'Anthony Blinken à Kinshasa en rapport avec l'agression rwandaise en RDC, pensez-vous que l'Occident continue à faire des erreurs par rapport aux Africains et surtout par rapport aux Congolais que nous sommes? Malheureusement, oui. Et ici, M. Tubassou, on n'a pas la prétention de tout savoir, de tout connaître, de tout contrôler. Mais nous avons toujours dit des choses telles qu'elles se présentent et comme elles vont probablement se présenter et se faire. J'avais parlé de Blinken, de ce qu'il va dire le lundi passé, ici même. J'avais dit que M. Blinken, il ne va dire autre chose que nous respectons l'intégrité territoriale de la RDC. Nous soutenons l'initiative de Nairobi. Les efforts. Nous soutenons ce que le président angolais a fait et nous appelons toutes les parties à la désescalade et ensuite que nous voulons que les choses aillent dans le bon sens. Ça s'appelle dans un français simple, noyer le poisson. Noyer le poisson. Oui, noyer le poisson. Ça veut dire on tourne le poisson dans une espèce de mare pour que vous ne voyez rien, que vous ne comprenez rien. De langage diplomatique. Oui, oui. Les Occidentaux ont parfois une certaine honnêteté lorsqu'ils sont entre eux et lorsqu'ils sont confrontés aux réalités. Macron, là, devant les ambassadeurs de France, et ambassadeurs de France, c'est à l'Élysée, il a dit la vérité. La stricte vérité. Et il regrette d'ailleurs que cette vidéo soit sortie parce que c'est cette vérité-là qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
il a rappelé, et nous le faisons ici, que l'Occident a dominé le monde pendant, il a rappelé les siècles des Lumières avec la France. Vous vous rappelez, les grands écrivains, Déclaration des droits de l'homme, voilà, ça c'est siècle des Lumières. Ensuite, siècle industriel avec la Grande-Bretagne, grande puissance industrielle, la Grande-Bretagne, l'Empire britannique. Siècle de domination américaine. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, l'armada des États-Unis avec des armes. Et on a créé là-bas des puissances financières. Fonds monétaire international, qui doit être dirigé par la France et une partie des Américains. Banque mondiale, Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Nations Unies elles-mêmes, créées où? Aux États-Unis. Siège où? À New York, aux États-Unis. Donc, depuis le XXe siècle, depuis 1918 jusqu'à maintenant, enfin jusqu'il y a à peine 5-10 ans, les Occidentaux avaient la mainmise sur la marche du monde. Mais tout ceci a changé. Comme il dit, cet élu doit être grec ou... je ne sais de l'Union pas européenne, oui. Oui, elle dit la vérité, M. Tchubassou. Il n'y a que les Africains et les Congolais en particulier qui ne comprennent rien. Qui continuent à être phagocytés dans leur prédisposition des anciens évolués, à qui on disait mettez la cravate, prenez les couteaux, la fourchette, mettez la chemise blanche, mangez à table. Des années 60, qu'on disait que pour être quelqu'un de bien, il faut avoir une maison à Bruxelles, à Ugle, plus précisément, à Waterloo. Des années 90, oui, pour être quelqu'un de bien, il faut avoir des amis dans les ambassades, pour avoir le visa, etc. Et pour avoir le pouvoir, il faut avoir de bonnes relations à Washington, à Bruxelles et à Paris. Et pour développer le pays, il faut travailler avec les Fonds monétaires internationaux, avec la Banque mondiale, avec la Banque africaine de développement. Et pour rappel, la Banque africaine de développement, le premier actionnaire, il n'est pas africain. C'est pour ça que Kadhafi voulait casser cette banque. Ce que dit Macron, c'est la vérité. M. Blinken, il est américain. Les États-Unis sont endettés. Les États-Unis, ils n'ont pas d'argent, du cash, à déverser pour le développement des pays africains. Ils font jouer la diplomatie, l'influence pour faire changer les régimes. Et pour cela, ils sont en confrontation directe avec les grandes puissances installées. La Russie, la Chine, et bientôt ça sera l'Inde, et des petits pays parasites, là, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Nigeria, etc., etc. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, mais à nu la fragilité de l'Occident vis-à-vis d'autres puissances. Les Occidentaux ont perdu la guerre au Vietnam, c'est les Américains, vis-à-vis de la Chine et de l'Union soviétique. Ils ont perdu la guerre en Syrie, vis-à-vis de la Russie et de l'Iran, etc. Ils ont perdu la guerre en Afghanistan, vis-à-vis des Russes. Ils ne se battaient pas contre les Afghans, ils se battaient contre les Russes. Ils ont perdu la guerre au Mali, ça c'est les Français, contre les Russes. En Libye, ça se bat encore. En République centrafricaine. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en train de perdre la guerre en Ukraine. La Russie ne se bat pas contre les Ukrainiens. Ça, c'est une figure de style. Là-bas, il y a qui? Il y a les Occidentaux, les Canadiens, les Français. Tout le monde est là-bas en Ukraine. Les armes qui sont là-bas, ce sont les armes occidentales. Les systèmes de satellites, les mercenaires, tout ça, c'est occidental. Et la Russie est en train de se battre contre tous ces gens.
Et malheureusement, la Russie est en train, ou heureusement pour elle, en train de gagner. Sur plusieurs fronts. Les fronts militaires, la Russie a déjà annexé presque 30% de l'Ukraine. Les armes qu'on fournit là-bas sont souvent détruites par les Russes. Sur le plan économique, la Russie n'a jamais été aussi riche que maintenant. Son pétrole lui rapporte 4-5 fois plus, son gaz, son blé, et maintenant, la dernière trouvaille, il y a à peine 2 ou 3 jours, c'est l'électricité. Il y a la centrale nucléaire la plus importante d'Europe, Zaporizhzhia, pour ne pas le citer, est sous contrôle russe, et la Russie est en train de couper cette centrale à Kiev pour connecter à la Crimée qui a été annexée par la Russie en 2014. Ça veut dire quoi en langage plus clair? Les Occidentaux n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas le gaz, et comment ils s'appellent les comédiens là? Zelensky, le président. Volodymyr, avait promis aux Occidentaux de leur donner de l'électricité. Eh bien, Poutine est en train de couper, puis il a coupé. Et il a mis ça de son côté. Ça veut dire que la crise avec l'hiver qui arrive en ce moment en Europe, les prix qui ont augmenté, beaucoup de sociétés qui ont fermé, ça va faire qu'il y aura des troubles en Europe. Il y a déjà un gouvernement qui est tombé en Italie. En Allemagne, ça tangue. Il va y avoir des soucis dans beaucoup de pays. L'Angleterre aussi. Oui, l'Angleterre aussi, avec le Premier ministre, voilà, qui est déjà parti. Et donc, les opinions publiques en Europe sont déjà divisées en ce moment. C'est pour ça que vous voyez l'activisme. Blinken avait déjà commencé avec l'Afrique du Nord. Il a fait l'Égypte, surtout l'Algérie, pour faire augmenter la capacité et avoir notamment le gaz pour alimenter l'Europe. Ben, les Algériens ont dit que, ben, écoutez, vous voyez, nous, on ne peut pas augmenter tout ça. Ben, oubliant que la même Algérie, il y a à peine 3 ou 4 ans, on avait organisé là-bas des mouvements révolutionnaires pour faire tomber, etc., avec ceux qui étaient contre l'ancien président Bouteflika, etc. Eh bien, l'Algérie n'a pas oublié tout ça. Et l'Algérie a fait même mieux, est en train de se rapprocher du BRICS, pour adhérer au BRICS. C'est une puissance énergétique très importante. Il était parti aussi au Nigeria. Macron est venu, il est parti en Guinée-Bissau, il est parti au Bénin, il a fait un petit tour au Cameroun, parce que le Cameroun, c'est aussi pétrole. Mais qu'est-ce qu'ils font nos amis russes? Le ministre des Affaires étrangères, le frère siamois de Blinken, qui s'appelle Lavrov, eh bien, il est venu direct Congo-Brazzaville. Pourquoi Congo-Brazzaville? Parce que Sassou Nguesso, c'est un communiste dans la peau. Hein, arme à la main, il a combattu avec Marien Ngouabi et les autres pendant beaucoup plus longtemps. Et donc, à son âge, là, il n'a rien à perdre. D'ailleurs, il va aller les prochaines vacances, il va les passer en Turquie, au lieu d'aller en Europe, etc., au Marbella, ou je ne sais pas où. Eh bien, il a vu Sassou Nguesso à Ouyo, il lui a expliqué, c'est une guerre de génération. Un peu ce que notre ami Macron a dit. Sassou l'a écouté, a dit oui, d'accord, etc. Sassou est un peu comme le président turc, là. Vous voyez, un peu têtu comme ça. Il donne l'impression d'être pro-occidental, mais il est vraiment têtu, Sassou. Et donc, Sassou l'a écouté très bien. Il a quitté là-bas, il est parti voir un autre président qui est aussi au soir de sa vie politique, c'est Museveni, qui n'est plus trop utilisé par les Occidentaux pour gérer la région des Grands Lacs. Pour expliquer quoi Museveni, attention, ici c'est le bassin de matières premières très importante. Vous êtes en train de partir, votre fils là, il pourra vous remplacer comme Idriss Déby. Il faut bien comprendre les enjeux. Et puis il a pris son avion, il est rentré. Et c'est là que les Américains ont un tout petit peu paniqué. Ils ont dépêché maintenant Blinken, qui a commencé par l'Afrique du Sud, puissance économique du continent.
expliquer à Ramaphosa les enjeux, etc. Ensuite, il remonte vers chez nous ici. Et j'avais dit lundi ici, les images sont là, qui ne va rien dire des consistants. Parce qu'ils ne vont pas lever les options de larguer Kagame comme ça, avec les Rwandais comme ça. Il y a beaucoup de multinationales, notamment américaines, qui sont installées là-bas. Bill Clinton vient passer ses vacances là-bas. Et puis, Kagame a été étudié dans tous les conflits dans la sous-région, notamment en Somalie, en République centrafricaine, dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de militaires rwandais qui sont formés aux États-Unis. Et les États-Unis ne peuvent pas changer comme ça. C'est leur homme de main. Et surtout que chez nous, ici, en cohésion intérieure, on n'a pas consolidé les choses. Et donc, il va venir noyer le poisson. Je vous l'ai dit. Il va noyer le poisson. Si nous, on était bien structurés, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait utilisé la société civile, la presse que nous sommes, les ONG, les chefs coutumiers, les partis politiques, pour faire le maximum de pétitions. Pour aller voir M. Blinken pour dire les Congolais sont fatigués d'être tués, notre pays est sous-développé à cause du soutien que vous avez apporté à M. Kagame. On ne l'a pas fait, on a préféré faire des réunions protocolaires. À Christian Lusakoueno, il y a l'extrait qui est là, hein, vous pouvez écouter. Qu'est-ce qu'il a dit grosso modo? Eh bien, nous voulons des élections en 2023, inclusives, transparentes, etc. Il a dit la même chose à Kadima. Il a vu un peu les artistes, il les a un peu bluffés. Il a pris son avion, il est parti au Rwanda. Écoutez ce qu'il va dire à Kagame à la sortie de l'audience qui sera accordée aujourd'hui. Il va noyer le poisson. Parce qu'il ne va pas dire, M. Kagame, on vous soutient encore. Non, il ne dira pas ça. Parce que la petite phrase qu'il a dit chez nous, c'était quoi la petite phrase? Les États-Unis sont préoccupés des indices d'un soutien rwandais et des opérations en RDC. Alors qu'il y avait un élu américain qui avait écrit au département d'État, aux affaires étrangères, donc chez Blinken, pour expliquer que le comportement des Kagame et des Rwandais en RDC met en cause ou en difficulté nos intérêts stratégiques. La RDC, c'est quand même l'uranium. La RDC, c'est quand même un immense pays. Et donc, cet élu avait bien vu. Regardez, M. Tchubassou, si vous lisez un tout petit peu les signes du temps, qui défend aujourd'hui Nanga pour qu'on lève les sanctions sur la tête de Nanga? Herman Cohen, celui-là même qui était à la base du divorce FCC Cash. Celui qui avait dit à Marius Munga, vous allez voir, dans un an, on va tout faire pour casser l'alliance entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Et tous les faucons, on revient au début, ont travaillé pour qu'il y ait séparation entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Aujourd'hui, certains de ces faucons, il y en a un qui est déjà en prison, qui s'appelle Kabound. J'ai vu Franck Djongo, qui n'est pas content. Je peux en citer d'autres. Oui, aujourd'hui, ils disent la vérité. Aujourd'hui, ils veulent même rencontrer Joseph Kabila. Regardez, l'autre en arrivant en prison, la première réaction, il veut dire bonjour à François Béa, qui a été vilipendé aussi en son temps. On dit d'ailleurs que François Béa serait en voie d'être évacué pour des soins de santé, etc. Ceci pour expliquer quoi? Ce qu'a dit Macron, c'est ça la vérité. Il n'est pas question ici de dire quittons les Occidentaux pour aller chez les Russes ou aller chez les Chinois. Mon ami Alain Foucault, sur ce plateau, avait répété la même chose. Et je le dis, chaque jour que Dieu fait, que nous devons tirer le meilleur de la coopération internationale. M. Tchubassou. Nous devons tirer le meilleur des Chinois, le meilleur des Indiens, le meilleur des Turcs, le meilleur encore un tout petit peu des Occidentaux qui ont l'influence diplomatique. Nous devons avoir des conseillers stratégiques qui réfléchissent en stratégie.
nous devons avoir les ministres des Affaires étrangères qui ont les moyens. Est-ce que Christophe Lutundula, est-ce qu'il a les moyens de faire du lobbying diplomatique? Est-ce que les conseils diplomatiques, les ambassadeurs itinérants, est-ce qu'ils ont, on va dire, de fonds politiques pour voyager, aller dans les think tanks, pour plaider la cause de la RDC, identifier les leaders congolais à travers le monde, leur donner de la matière, des éléments de langage, pour peser, par exemple, sur le contexte de Rwanda's killing? Est-ce que c'est ça la problématique? La problématique n'est pas de dire, on est avec les Américains, ils ont condamné Kagame, d'ailleurs, on va dire à Kagame, sortez vos M23 de Bunagana, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que c'est M23 qui sont à Bunagana, ou ces groupes armés qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, monsieur? Ils protègent les exploitants illégaux, les mines illégales. Mon ami Foka était parti à l'est, il y a des zones de non-droit là-bas, personne ne peut pas accéder. Ghana. Et c'est leur boulot, c'est ça. Il y a les petits voyous qui viennent, qui protègent, on exploite, on évacue. Ils peuvent tuer au passage des villageois. Et le lendemain, il ne se passe rien. Si vous allez à l'est, vous demandez les fronts, c'est où? On ne peut pas vous montrer les fronts. Tout ce qu'on peut vous montrer, c'est quelques cases brûlées, de temps en temps. Et nos militaires, souvent, sont en colère parce qu'ils n'ont pas de front. Ils entendent, oh, il y a des rebelles dans un coin comme ça. Ils commencent à tirer sur la colonne, ou la colline d'en face. Et le lendemain, oh non, ils sont passés dans tel village. Allez, ils déplacent les choses. Ils vont commencer, parfois, à l'aveugle, sans la couverture satellitaire, sans la radio. Et ils sont en colère, nos militaires. Il faut bien les comprendre. Et ça peut durer comme ça, ad vitam aeternam. Nous devons réfléchir en stratège. Comprendre ce qu'a dit Macron. Comprendre ce qu'a dit cet élu. Et nous devons en interne, M. Tchibasso, en interne, arrêter de la distraction. De la distraction. Il faut arrêter un opposant parce qu'il a insulté. Arrêter Kingani parce qu'il a dit des choses qui ne nous plaisent pas. Non. Le Congo, le président Tshisekedi avait raison de le dire. Le Congo, ce n'est pas ce qui se passe à Kinshasa. Les enjeux du Congo, c'est la ceinture. Regardez l'émission qu'a fait Kokonyangi. C'est la ceinture. Ça part du Katanga jusqu'en province orientale. Cette ceinture. Celui qui contrôle la ceinture a la stabilité du Congo. Or, nous, on est à Kinshasa ici où il n'y a rien. Vous savez qu'il n'y a rien à Kinshasa. Il n'y a que le sable. À Kinshasa, il n'y a que le sable. Dans les Bandundu, un peu. Il n'y a que le sable. Plus de 1000 mètres de profondeur. Et je ferai une grande émission ce soir avec des géologues. Ils vont vous expliquer ça. Eh bien, nous, on gesticule ici. On se dispute des quartiers. Qui va contrôler Limete, qui va contrôler Sangamamba, qui va contrôler les jeunes gens, ces jeunes de Caillou, Kingaboa. Mais les enjeux ne sont pas ici. Kagame ne viendra pas prendre Kinshasa. Ou Museveni. Eux, ils sont là-bas. La ceinture de l'Est. Où il y a de l'or, des coltans, etc., etc. Et donc, Blinken, il connaît tout ça parce qu'il a la carte. Et dans tout ça, qu'en est-il de la réaction populaire des manifestants de Goma, Beni, Butembo ou Vira qui ont manifesté leur colère contre la MONUSCO? Est-ce que les autorités congolaises ont compris l'enjeu? Déjà, vous l'avez dit, il n'y a pas eu l'organisation de forces vives pour apporter des mémos à Blinken. C'est qui les premiers contributeurs à la MONUSCO? Les États-Unis. C'est pour ça que la plupart, au début, regardez, tous ceux qui ont dirigé la MONUSCO, c'était qui? Les Américains. Maintenant, on a commencé à vous embrouiller avec les Africains. Juste après les élections de 2011, juste un peu avant, on a commencé à vous envoyer que les Africains.
Mais en réalité, ceux qui gèrent la MONUSCO, c'est les États-Unis. Trump avait supprimé ou diminué le budget de la MONUSCO. Vous avez vu ce qui s'est passé? On a fermé plein de trucs de la MONUSCO. Même à Radio Capi, là, allez voir, il n'y a plus rien là-bas. Et donc, les manifestations contre la MONUSCO, elles doivent être bien structurées et avoir comme interlocuteur les États-Unis. La Croix, qui est français, qui était venu ici, il ne fait que ce que les États-Unis disent en matière de la géopolitique mondiale. Est-ce que vous avez vu l'ONU en Ukraine? Pas du tout. Guterres est parti faire un petit tour à Kiev. Et on a bombardé. Pendant qu'il était là-bas, non, Poutine n'a pas voulu le bombarder, il pouvait le faire. Il a juste envoyé un petit missile dans le bureau à côté. Et depuis que M. Guterres a quitté là-bas, eh bien, aujourd'hui même, il y a une réunion au niveau du Conseil de sécurité. Mais la Russie et la Chine ont le droit de veto, il ne va rien se passer. Alors, ma question... Et donc, la question, qu'est-ce qu'on fait des forces vives? Il faut que les forces vives soient encadrées. Il faut que nos services d'intelligence montent des dossiers. Il faut qu'on soit capable, nous, RDC, d'infiltrer aussi. Et les Rwandais, et l'Ouganda, etc. On ne le fait pas par manque de moyens, certes, mais par manque de stratégie pour que notre pays soit aussi très influent. Est-ce que vous savez qu'à l'époque du maréchal Mobutu, on avait infiltré tous les pays de la sous-région. Demandez à Mukolo Wapombo, demandez à Tundu Liongo, qui était d'ailleurs ambassadeur au Rwanda, il va vous expliquer. Demandez à Charles Okoto, qui était d'ailleurs ambassadeur, je pense en Ouganda. En Ouganda, oui. Il va vous dire quelque chose. Pourquoi on peut penser que la politique ou l'influence de la RDC se gère ici à Kinshasa? Non. Et donc, toute raison gardée, et j'invite ceux qui nous suivent, de suivre calmement l'issue de l'audience que Kagame va accorder à notre ami. Et d'ailleurs, on va parler accessoirement de la dame qui était en prison là-bas, il s'appelle Victoire. On va parler accessoirement de le fameux monsieur là des hôtels Rwanda, vous vous rappelez? Ouais. Voilà. Et puis les Rwandais vont dire oui, ce sont des terroristes, ils ont été condamnés régulièrement, et puis c'est tout. Et les Américains vont dire oui, nous appelons à ce que vous vous impliquez dans le processus de Nairobi, et dans le processus de Luanda, et dans ce qui se passe à Addis Abeba. Et d'ailleurs, il y a des réunions qui sont prévues au niveau du Conseil de sécurité aux Nations Unies. Nous appelons toutes les parties à privilégier les dialogues. Ça s'appelle noyer le poisson. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Et chez nous, ici à Kinshasa, on va se contenter de se communiquer. Parce que comme a dit Christophe Lutundula, oui, nous voulons qu'on publie le rapport et qu'on tire les conséquences de ces rapports. Mais les rapports, il y en a eu combien de rapports? Énormément de rapports. Mais quand vous allez voir au Conseil de sécurité, là-bas au niveau des mécanismes des Nations Unies, mais qui a introduit les rwandophones dans le système d'influence là-bas? La force de notre pays commencera lorsque les forces vives, la presse, aujourd'hui avec l'Internet, les Congolais sont connectés. Même ce que nous sommes en train de faire est suivi partout dans le monde. Il faut identifier pays par pays quelles sont les personnalités qui comptent. Pourquoi on n'a pas utilisé suffisamment Mukwege aujourd'hui, qui est l'homme des Occidentaux, utilisé par les Occidentaux, c'était pour faire tomber Joseph Kabila et peser un peu dans la sous-région, etc. Mais on peut l'utiliser aujourd'hui. Mukwege, le seul qui s'est exprimé devant le roi des Belges en langage beaucoup plus clair. Aujourd'hui, on est en train de présenter Mukwege comme étant le candidat des catholiques. Distraction. Fausse lecture. Oui, c'est une fausse lecture des enjeux. Or, si on identifie toutes les grandes personnalités congolaises et on dit, voilà, voici votre mission. Voilà l'élément de langage, voilà un peu de moyens financiers,
Oui, parce qu'il faut faire la politique, il faut de l'argent ou de la communication. Défendons la cause nationale. On va le faire. Mais lorsqu'on va rester à Kinshasa, on dit focus 2023, il faut maintenant coaliser seulement autour du président. Ceux qui ont un discours contraire ne sont pas avec nous. Eh bien, les Américains vont Comme qui dirait, les mêmes erreurs commises par les faucons de Mobutu comme le Marshal Mobutu, peuvent risquent de se répéter. comme les gens qui étaient avec Joseph Kabila à l'Union à l'époque au FCC. Et regardez aujourd'hui qui est autour de Félix Tshisekedi. D'une manière simple, hein? Comptez parmi 10 personnes qui sont autour de Félix Tshisekedi. En termes de leadership, vous allez compter que 8 étaient il y a à peine 4 ans, personnalités importantes autour de Joseph Kabila. Et beaucoup, d'ailleurs 8, ont fait la campagne de Shadari. Vous pensez que c'est pour les beaux yeux de Félix Tshisekedi? Bon, comme qui dirait, en politique, il n'y a pas d'état d'âme. Hein. Il n'y a pas de passion. La raison de Alors, il faut que les gens se posent des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Ouais. Nous avons beaucoup d'intelligence dans nos pays. Ce Congo a besoin un peu de vision, plus de courage, à la manière de Lumumba, de Musée Laurent Désiré Kabila, de Etienne Tshisekedi. Il y a eu de personnalités qui avaient de vision, qui avaient une démarche. Et si on dit de ces choses-là, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas tel ou tel. Non. On veut seulement rappeler que notre pays ne peut se développer que dans un consensus. Consensus, qu'est-ce que ça veut dire? Compter avec les personnes représentatives. Comme on dit les chefs coutumiers de chez nous. La culture de la brimade, ça dissuade pendant un temps, ça ne va pas dissuader tout le temps. Et lorsque les choses dégénèrent, les faucons sont les premiers à fuir. Et d'ailleurs, ils vont développer un discours après. Ah, vous savez, moi, je n'étais que conseiller, j'étais fonctionnaire. Bon, il ne m'écoutait pas. Hein? On disait de Mobutu, non, il n'écoutait pas, il n'écoutait pas. On lui disait des choses, il n'écoutait pas. Et on a dit à Joseph Kabila, non, mais d'ailleurs, il n'écoutait pas, il ne prenait même pas le téléphone, il ne nous recevait pas. Eh bien, on dira la même chose de Félix Tshisekedi demain. Alors, vous savez, le président, il prenait beaucoup de temps, il était qu'avec ses amis. Nous, là, on était là comme ça. Ne regardez pas ce qu'on voyait à la télévision. Il ne nous écoutait pas. Merci beaucoup. Jean-Marie Kassamba pour les dessous des cartes, mesdames et messieurs. Eh bien, nous allons tirer les rideaux pour la fin de ces dessous des cartes, mais aussi 50... bonjour, merci. Merci à vous. Et c'est diffusable sur Internet, partout. Ouais. Coupez les morceaux qui vous intéressent. On est là pour notre pays et on rappellera à cette génération que le courage seul sauve une nation. Le courage seul sauve une nation, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi 50 bonjours aujourd'hui et nous vous fixons le rendez-vous demain à 18h pour la présentation de Kinshasa Direct. En attendant, bon anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui, meilleure chaîne de l'Afrique centrale, mais aussi meilleure chaîne panafricaine, Télé 50. Merci pour la